Bienvenue à vous tous. C'est la première visioconférence que nous faisons à la communauté hellénique de Paris et des environs. Nous avons hésité pendant un long moment, espérant que les mesures seraient suspendues et que ce vilain Covid disparaîtrait. Malheureusement, il continue de plus belle. Et nous sommes bien obligés donc de voir comment faire se rapprocher nos membres les uns aux autres et de vous offrir quelques manifestations par visioconférence. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est très répandu chez les Grecs, mais il va bien falloir, puisque la semaine prochaine, nous allons faire une visioconférence sur la journée mondiale de la langue grecque, et donc nous allons fêter ça par visioconférence. Mais on vous informera en temps et en heure par email. Aujourd'hui, donc, on commence cette série de conférences par une jeune femme qui n'est pas grecque, mais qui est mariée à un grec. Elle est mariée à une famille, le fils d'une famille que nous connaissons très très bien à la communauté, Poppy et Stratos Siritelis, dont les enfants Dimitris, Vagelis et Irinis sont des enfants qui ont été élevés dans les écoles de la communauté, qui ont été élevés tout à côté de nous, donc on les connaît de tout temps. Donc tout naturellement, quand on a appris que Céline pouvait donner un coup de main aux parents qui étaient en difficulté aujourd'hui à cause de tout ce qui se passe, à cause de la pandémie, l'enfermement des enfants à la maison, les cours, l'école par visio, les distanciations, le port du masque, la cohabitation 24/24 entre les parents et les enfants, chose qui n'était pas arrivée sauf en vacances. Bon, ce sont des choses qui interpellent énormément de parents. Et j'espère que la prochaine fois, nous serons beaucoup plus nombreux et que là, au fur et à mesure de la présentation, il y a encore d'autres parents qui vont se joindre à nous et que vous aurez des questions à Céline. Je ne veux rien vous dire de plus. Je vais donner la parole à Céline qui va pouvoir vous expliquer beaucoup mieux que nous ce qu'elle nous propose. Céline, c'est à vous. Merci beaucoup Seta. Γεια σας, είμαι χαρούμενη να σας δω σήμερα και τώρα θα μιλήσω στα γαλλικά, γιατί για μένα είναι πιο εύκολο. Bonjour à toutes, à tous, je suis Céline Siritelis. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je suis coach parental. Je vais vous parler de mon métier. J'ai créé Paisy Coaching Parental pour aider les parents qui sont fatigués de veiller sur leurs enfants et les aider à retrouver un quotidien paisible, serein, et permettre, en construisant une relation riche et solide avec leurs enfants, leur permet de devenir des adultes bien dans leur basket. Je remercie chaleureusement Seta et la communauté parce qu'aujourd'hui, elle me donne l'occasion de faire connaître ce métier et de faire savoir aux parents que quand c'est difficile, il existe des professionnels qui peuvent les aider et des solutions pour dépasser les difficultés qu'ils rencontrent. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous l'auront deviné, ce nom de Paisy, je ne l'ai pas choisi au hasard, puisqu'il y a Paisy et Paisy, qui en français aussi sont évocateurs de paisible et qui proposent aux parents de remettre de la joie dans le quotidien avec les enfants pour retrouver davantage de sérénité. Les parents qui font appel à moi, ce sont des parents qui rencontrent des difficultés au quotidien, qui en ont marre que leur quotidien soit marqué par les cris, par les crises, par les batailles à chaque étape de la journée, le petit déjeuner, le bain, le coucher, ou bien également qui sont confrontés à des enfants ayant des besoins, un fonctionnement spécifique, comme c'est le cas par exemple des enfants qui ont ce qu'on appelle un trouble de l'attention, un haut potentiel, donc les enfants qu'on dit surdoués,
également des troubles du spectre de l'autisme, une hypersensibilité, des enfants qui sont très émotifs et très réactifs à tous les stimuli de leur environnement. Et le but, c'est de les aider à tenir compte de tout ça, permettre à leurs enfants de grandir et devenir des adultes épanouis sans renoncer à maintenir un minimum de sérénité dans le quotidien de la vie de famille. J'ai un doctorat en sciences du langage de la Sorbonne et il m'a d'abord permis d'avoir, on va dire, une première partie de vie professionnelle dans le conseil auprès d'entreprises, le conseil en ressources humaines. J'étais coach professionnel et j'accompagnais les entreprises sur l'intégration des personnes handicapées dans le travail. Aujourd'hui, il y a 4 ans, en créant PESI, ce que j'ai souhaité faire, c'est mettre toute cette expertise de la communication, de la relation interpersonnelle au service de la relation parent-enfant pour éviter qu'il y ait des parents qui subissent le quotidien avec les enfants et qui retrouvent le plaisir de partager des moments avec eux. Le métier de parent, il ne s'est pas forcément simplifié au fil des années. On pourrait penser que ce serait logique qu'il devienne de plus en plus facile et intuitif avec tout ce dont on dispose aujourd'hui. C'est plutôt l'inverse qui se produit quand on écoute les parents. Beaucoup estiment que c'est très difficile d'être parent aujourd'hui, que ce soit du fait de l'évolution du monde du travail, du fait aussi de l'augmentation de la masse de connaissances dont on dispose et qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop à quel sens se vouer, quelle est la meilleure façon d'élever des enfants. Aussi à des évolutions de la société autour de l'individualisme, les liens qui se distendent, également une certaine vision de qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que la réussite, qui font que élever des enfants, non plus simplement des enfants sages et obéissants, mais des enfants épanouis, ça paraît un sacré challenge pour beaucoup de parents aujourd'hui. Et puis en plus, tout récemment, Seta, vous en parliez, le contexte de la crise sanitaire a confronté les parents à des difficultés totalement inédites. Donc ce confinement et le huis clos familial qu'il imposait, les conditions du télétravail, continuer sa vie professionnelle avec les enfants qui sont présents à la maison, l'impossibilité pour les enfants de participer aux activités extrascolaires, de voir les grands-parents, la difficulté supplémentaire d'avoir recours à l'aide qu'apportent souvent les grands-parents aux familles. Tout ça a mis vraiment à rude épreuve les nerfs, la patience et le confort des parents, aujourd'hui plus que jamais, dans un contexte où, comme je disais, c'est déjà pas si facile que ça d'être parent au quotidien. Du coup, le coaching parental, il a cette vocation de répondre aux besoins des parents d'aujourd'hui qui sont demandeurs de davantage d'informations, de davantage d'outils, de techniques de communication pour aider les enfants à s'épanouir sans craindre d'en faire des enfants rois, sans craindre qu'ils ne fassent la pluie et le beau temps à la maison et de, entre guillemets, perdre le contrôle, renoncer à avoir des enfants qu'on va aider à grandir de façon épanouis et au mieux préparés à affronter la société quand ils seront de jeunes adultes. Alors, mon intention aujourd'hui, c'est pas de garder la parole trop longtemps, mais c'était à la fois de faire connaître ce métier que j'exerce, qui est un métier relativement nouveau, en répondant aux éventuelles questions que vous auriez sur ce métier et à qui est-ce qu'il s'adresse, ou bien, et c'est peut-être aussi une façon encore plus efficace que pour faire connaître ce métier, de répondre aux questions que vous auriez en tant que grands-parents, en tant que parents, sur le quotidien avec les enfants, les challenges auxquels vous êtes confrontés, et qui nous permettrait d'avoir un échange pour apporter davantage de confort, peut-être des pistes pour dépasser les difficultés que rencontrent les parents. Est-ce que, pour commencer, certains d'entre vous ont des questions peut-être sur ce métier-là ou plus précisément sur des situations du quotidien? J'avais préparé pour vous, je vais essayer de faire Seta, si vous voulez bien activer le partage d'écran, ça me permettra de proposer un visuel. Partager l'écran, c'est la petite flèche
qui est allumée, c'est en bas, verte. Et CETA, c'est surtout dans les paramètres qu'il faut autoriser mais on peut se débrouiller sans en attendant. Ah, il y a une... Oui. Parce que méfiez-vous, CETA, là, c'est vous qui partagez votre fond d'écran. J'aperçois une question en attendant de Nicolas, que je salue, Nicolas et sa famille. Comment bien gérer les ados? C'est une super question parce que finalement, l'accompagnement des ados, et on dit souvent qu'à 2 ans, c'est la petite adolescence et puis qu'ensuite vient la vraie adolescence. L'accompagnement des ados, il peut être facilité par pas mal de choses qu'on met en place pour les plus jeunes. Sauf que y a on retrouve des points communs d'affirmation de l'enfant, même si elle n'a pas les mêmes enjeux, puisqu'on n'a pas, comment dire, les comportements de l'enfant n'ont pas les mêmes conséquences à 2 ans qu'à 14, 15 ans. Mais avec les ados comme avec les plus petits, le maintien de la communication est la chose la plus précieuse, il me semble, pour les accompagner au mieux. J'ai beaucoup de parents de jeunes enfants qui me disent « je suis très inquiet parce que… à 3 ans, mon enfant m'écoute jamais et ma peur, c'est que quand il sera ado, il fera n'importe quoi et j'aurai aucune possibilité de le protéger et de l'aider à prendre les bonnes décisions. » Et je leur dis toujours, ce qui fait qu'un ado est plus protégé, c'est quand il sait qu'il peut se retourner vers ses parents, quoi qu'il ait fait. Et de ce point de vue, vraiment tout ce qui est de l'ordre de la communication et de la relation de confiance est le trésor le plus précieux pour accompagner sereinement des ados. Un ado qui a commis une erreur de jugement se retrouve à 1h du matin quelque part où il n'aurait pas dû être. Il vaut mieux qu'il ait la confiance de savoir qu'il peut appeler ses parents pour être soutenu que de se dire ne surtout pas appeler les parents puisqu'ils vont se fâcher contre moi. Et donc, c'est vraiment cet aspect de communication et de relation qui est très efficace. Après, il y a beaucoup de choses aussi en commun. Moi, j'ai une question. Oui. Oui. Je veux dire, par rapport à votre métier, est-ce que vous vous adressez seulement aux parents ou parce que nous, on n'est plus des parents, on va devenir des grands-parents et on a vraiment beaucoup de questions à poser. Et finalement, vous, comment vous vous situez par rapport à la famille élargie, en fait, aux grands-parents? Et après, comment est-ce que ça se réalise, votre métier? Je veux dire, c'est des réunions de famille avec des enfants, des parents. Comment vous faites, en fait? Voilà. Merci beaucoup pour votre question, Niki. Alors, en fait, je m'adresse essentiellement aux parents, en tout cas à ceux qui… On parle aussi des coparents, puisqu'il y a des familles recomposées, etc. Donc, à ceux qui sont dans la posture de parents vis-à-vis des enfants. Je m'adresse à eux parce qu'en fait, dans la plupart des situations, c'est eux qui sont le plus confrontés aux difficultés du quotidien et pour lesquels les difficultés pèsent le plus lourd. Je les accompagne en les recevant donc ici dans mon cabinet. Je travaille beaucoup à distance, je le faisais au début et puis le confinement m'a amené à nouveau davantage le faire. Donc je m'adresse essentiellement à des parents de la francophonie, que ce soit en France, Belgique, Suisse. Donc ceux-ci, je les accompagne à distance. Je suis actuellement sur Reims et sur Reims, j'ai la possibilité de me rendre dans les familles, qui est le seul cas où je vois les enfants, puisque la plupart du temps, c'est les parents que j'outille en faisant le point avec eux sur qu'est-ce qui bloque, que fait votre enfant, comment est-ce que vous lui demandez ce que vous attendez de lui, et voyons ensemble qu'est-ce qu'on pourrait construire comme solution qui fasse que votre enfant coopère davantage à la maison, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon activité. Mais j'ai aussi d'autres interventions, et notamment plutôt en collectif, comme on le fait aujourd'hui, auprès d'entreprises, auprès d'agences de garde qui proposent aux familles des gardes d'enfants. Pas encore auprès de grands-parents, mais leur implication croissante, parce qu'ils sont beaucoup plus qu'avant relais sur des gardes d'enfants, etc. Ce serait vraiment quelque chose qui aurait tout son sens, davantage en tout cas. Ce n'est pas quelque chose que je développe aujourd'hui, mais il y a bien cette préoccupation croissante de tous ceux qui sont autour de l'enfant. Je parlais des agences de garde d'enfants, qu'est-ce que c'est qu'une posture bienveillante pour l'enfant.
en quoi elle est efficace, en quoi elle se dégage d'une crainte de laisser l'enfant tout choisir, parce que c'est souvent la croyance qu'on a que être à l'écoute de l'enfant, c'est le laisser décider de tout. Or, il me semble qu'il est très important de distinguer ces deux aspects-là et qu'on peut être totalement à l'écoute d'un enfant sans craindre que ça devienne un enfant tyran, un enfant roi. Quelles sont peut-être pour vous les questions que vous posez en tant que grands-parents? Oui, par exemple, pour moi, c'est moi, je comprends l'autorité parentale, mais je ne comprends pas quelle est l'autorité du grand-parent, en fait. Est-ce qu'on dispose d'une autorité? Et puis, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'un enfant ne grandit pas seulement avec ses parents, mais avec toute une famille. Il faut tout un village pour élever un enfant, n'est-ce pas? Ouais. Moi, c'est surtout la question de l'autorité. Et puis, des fois où l'autorité de grands-parents heurte avec l'autorité des parents, où il y a des conflits, en fait. Oui, après, je trouve qu'une façon d'aborder cette question-là qui fonctionne bien et qui permet à l'enfant de voir qu'il y a des règles différentes dans différents endroits et qui est-ce qui décide des règles. La question que vous posez, celle de l'autorité, c'est une question que se posent aussi beaucoup des parents séparés où papa et maman ne décident pas des mêmes choses, n'autorisent pas l'accès à la télé de la même façon, par exemple. Et de dire, ici, c'est la maison de Yaya et c'est Yaya qui décide des règles, c'est une façon de sortir d'un truc d'autorité stricte, mais de dire, dans cette maison, voilà qui est responsable de décider comment est-ce que ça se passe. Et ça peut concerner énormément de sujets, que ce soit la politesse, que ce soit regarder la télé ou pas, la façon dont on se tient à table, parce que ça peut varier entre les grands-parents et d'autres générations, par exemple. Il me semble par contre qu'il y a un sujet qui doit échapper et être le même partout, c'est tout ce qui concerne la sécurité de l'enfant et son intégrité physique. Donc l'enfant, il doit se sentir protégé où qu'il soit, quelle que soit la personne qui s'occupe de lui. Mais sur beaucoup d'autres aspects, on peut avoir ce fonctionnement-là de dire, dans la maison de Yaya, c'est Yaya qui décide que on veut que les enfants ils restent avec nous à table pour finir le repas, ou au contraire, chez Yaya, tu as le droit de sortir de table et tu reviendras qu'au dessert parce que tout ce qu'on veut, c'est que tu puisses t'amuser quand tu es chez nous, voilà, de ramener à la maison. Et pour les parents séparés, ça marche très bien aussi. Écoute, papa te laisse regarder la télé le soir. Moi, c'est une règle qui ne me convient pas du tout et quand tu es dans ma maison, il n'y a pas de télé le soir. Et de ramener plutôt à des règles qu'à l'autorité. Relativiser, hein, montrer le... Tout à fait. Merci. Hein. Avec plaisir, merci. Est-ce qu'il y a, parmi vous, il y a, de ce que j'en sais, des parents d'ados et des grands-parents. Est-ce qu'il y a d'autres grands-parents qui se posent des questions aussi sur la façon d'accompagner cette génération d'enfants d'aujourd'hui? Quelles sont ces questions? Eh bien, je vais intervenir un petit peu parce que moi, je vis loin de mes petits-enfants et quand je les reçois à des plus grands laps de temps, c'est-à-dire ils peuvent rester chez moi 15 jours, 3 semaines, un mois. Et ils ne sont pas toujours avec leur maman. Donc, je pense que je dois avoir l'autorité sur eux. Parfois, je suis un peu sévère. Je suis beaucoup plus sévère que ma fille envers ses enfants. Normalement, ce n'est pas le rôle des grands-parents d'être les sévères, c'est plutôt le contraire. Mais bon, du moment que je suis obligée de faire le travail de la maman pendant un laps de temps, je prends l'autorité. Et je ne suis pas toujours très à l'aise en le faisant. Et j'aimerais savoir si les enfants considèrent ça comme un abus d'autorité de ma part. Et est-ce que mes enfants, mes filles, si je le fais à tous mes petits-enfants, ils sont vexés de ça? Les enfants ou les petits-enfants sont vexés? Les deux. Les deux. Peut-être qu'une piste, ce serait aussi de pouvoir partager ce qui vous amène à avoir des positions que vous jugez sévères.
de ce que j'observe, parfois les grands-parents ont des craintes dans la rue, par exemple. Ils demandent plus souvent à l'enfant de tenir la main parce qu'ils sont inquiets qu'il arrive quelque chose à l'enfant. Alors que les parents sont sans cesse avec l'enfant et ont établi un mode de relation qui leur permet de dire je sais qu'il s'arrêtera toujours au passage piéton, je n'ai pas peur, etc. Donc peut-être que de partager aussi les craintes que vous avez sur certaines décisions. Je vous oblige à me donner la main dans la rue et ça ne vous plaît pas, mais moi je le fais par crainte. On peut faire un essai et si vous me montrez que je n'ai pas de raison d'avoir peur, je pourrais moi aussi vous lâcher la main. Et de partager que nos décisions d'adultes, elles sont liées à ce qu'on observe ou à ce qu'on craint. Et que quand on voit que les enfants se comportent de façon calme dans la rue, on va oser leur lâcher la main. Alors que si on a trop peur qu'il leur arrive un accident, ce qui est une peur beaucoup plus forte souvent pour les grands-parents que pour les parents, parce que c'est une responsabilité qu'on sent très fortement quand on nous confie des petits-enfants, de pouvoir partager une crainte et que si on voit que cette crainte est infondée, on pourra ajuster notre décision. C'est quelque chose qui marche pour les parents aussi d'ailleurs. Mais en tant que grand-parent, on peut le partager ça. On fait un essai aujourd'hui, je te lâche la main et on le fait un tout petit peu. Et si je me rends compte que tu t'arrêtes toujours au passage piéton ou que tu ne cours pas près de la route, je ferai comme papa et maman, je te lâcherai plus souvent la main. Et on peut trouver, je ne sais pas à quel domaine vous pensez quand vous vous jugez sévère, mais on peut trouver comme ça dans chaque domaine qu'est-ce qu'on peut partager à l'enfant qui détermine nos décisions d'adultes, que ce soit parents ou grands-parents. Et puis, je trouve que souvent, on peut laisser un peu plus de place au plaisir, qu'on soit parents ou grands-parents, encore une fois, parce que dès que les enfants remplissent leur réservoir d'amusement, d'un contact ludique avec l'adulte, plus ils s'apaisent et plus ils ont cette tendance comment dire, à coopérer. Plutôt qu'à obéir, moi je parle souvent de coopération, c'est quand l'enfant, je ne sais pas, vient à table, non pas juste parce qu'on a exigé de lui qu'il soit à table, mais parce qu'il sait que quand on appelle à table, c'est pour le plaisir de se retrouver ensemble, qu'on a donné un sens à notre demande, que ce soit d'aller au bain, etc. Et de donner davantage à l'enfant l'envie de coopérer, c'est quelque chose qui est très précieux pour le quotidien. Et ça se nourrit beaucoup avec les moments affectueux, les moments de plaisir, les moments de partage qu'ils ont eu avec l'adulte avant que d'avoir à répondre à une demande. C'est quoi, Céta, les moments que vous jugez sévères? Ça concerne quel domaine? La rue, l'école, la télé, les repas? C'est souvent le soir. Non, dans la rue, ils obéissent. Enfin, les miens, ils obéissent, il n'y a pas de problème. Mais le soir, l'endormissement, c'est quelque chose qui est assez… enfin, c'est un peu plus élastique chez eux. Moi, je suis un peu plus stricte. J'aimerais qu'ils dorment de bonne heure. Bon, parfois, ils font un peu trop de câlins. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut dormir. Voilà, bon, c'est des petits trucs comme ça. Et puis, le respect de rester à table. Mais ça va. On a beaucoup avancé avec ça. Ça marche maintenant. Voilà. Oui, alors si le problème, c'est juste qu'ils demandent beaucoup de câlins, c'est des très bons problèmes. On pourrait appeler ça des problèmes de riches. C'est quand c'est les enfants qui demandent quelque chose de très positif. Parfois, on s'inquiète pour la quantité de sommeil et on peut se dire qu'il y a des périodes et que c'est sur un mois entier, sur l'année entière qu'on va évaluer le risque d'une dette de sommeil pour l'enfant. Mais que se coucher un petit peu plus tard, mais avoir le cœur rempli, ça permet de rassurer aussi sur qu'est-ce qui aide les enfants à affronter la journée du lendemain. Souvent, on a des craintes en fait qui nous font prendre des décisions, craintes qui dorment pas assez, craintes qui mangent pas assez. Et dès qu'en tant qu'adulte, encore une fois, qu'on soit parents, grands-parents, on calme un peu les craintes, on les regarde différemment. Après tout, est-ce que c'est 15 jours où je me suis couchée une demi-heure plus tard qui vont m'empêcher de bien grandir? Je ne sais pas. Alors que le plaisir de 15 jours de passer chez mes grands-parents, chez ma grand-mère, avec qui soit un souvenir agréable, c'est un trésor qui va peser dans la balance différemment qu'un petit peu de dette de sommeil sur une période courte. Je ne parle pas d'une dette de sommeil qui se sera inscrite de façon structurelle, où les enfants se couchent toute l'année beaucoup trop tard après avoir regardé beaucoup la télé. Mais sur quelques temps, on peut relativiser, prendre un peu de recul, se dire, bon, c'est quelques quarts d'heure de moins de sommeil et quelques demi-heures de plus de câlins, de relations et de confiance qui s'établissent avec les grands-parents.
Malgré tout, moi, je suis de l'école qui dit que les enfants, il faut qu'ils soient réellement encadrés, qu'ils obéissent à des règles, parce que le fait de faire n'importe quoi dans une maison, dans une famille, à la fin, c'est l'anarchie, chacun il fait ce qu'il veut et on n'arrive jamais à obtenir quoi que ce soit de qui que ce soit. C'est pour ça que je suis un peu stricte là-dessus, mais bon, c'est pas que j'ai réussi toujours. Oui, et puis il faut être, on élève chacun les enfants, grands-parents ou parents, avec nos valeurs, le sens qu'on donne à la relation. Voilà, ça va varier d'une famille à l'autre, comme ça varie d'une génération à l'autre. En fait, laisser un peu de latitude, ça ne veut pas dire ouvrir totalement le cadre. Un exemple que je peux prendre dans la situation que vous partagiez, c'est que, sachant qu'on ne peut pas assommer un enfant qui refuse de dormir, on peut par exemple dire, ce que je te demande, c'est de rester dans ta chambre. Et ça, c'est un cadre qui fait qu'on va respecter la difficulté de l'enfant à s'endormir parce qu'il n'est pas chez lui, parce qu'il y a plus d'excitation, etc., sans renoncer au moment de tranquillité dont disposent les adultes une fois que l'heure de coucher les enfants est arrivée. Il me semble qu'on peut toujours trouver ce cadre qui est en plus très contenant pour les enfants. On pense que les enfants ont besoin d'une totale liberté. Ils ont besoin d'une liberté à l'intérieur d'un espace de sécurité, d'être contenus quelque part. Et il y a toujours une façon de trouver quel est le cadre qui est le mien, comment je peux l'ajuster par rapport aux besoins spécifiques des enfants. Ils n'arrivent pas à s'endormir à 8 heures, mais moi, à 8 heures, je veux pouvoir manger tranquillement et qu'il y ait du calme dans la maison. Donc, ils sont dans leur chambre dès 8 heures, et même s'ils ne dorment pas, ils peuvent allumer une lumière et lire quelque chose du moment qu'ils restent calmes. Ça, c'est une façon d'essayer de concilier les deux. Mais oui, c'est pas du tout de dire que il faut renoncer au cadre, qu'il n'y a rien à imposer aux enfants. Ils sont trop petits pour être responsables et choisir l'heure à laquelle on fait ceci ou cela, la façon dont des décisions, c'est trop lourd pour eux. En fait, il y a beaucoup de décisions qui sont très importantes d'être tenues par les parents. J'aimerais qu'il y ait d'autres personnes qui posent des questions. Comme ça, vous pouvez développer un tout petit peu plus certaines techniques de calmer le jeu, de cerner le stress des enfants par rapport à des situations données. Par exemple, j'aimerais que vous puissiez un peu, enfin, que si quelqu'un a des questions à poser sur le fait, voilà, aujourd'hui on impose aux enfants de porter un masque. Bon, en France, on ne le porte pas, mais moi, j'ai vu mes petits-enfants qui sont venus d'Allemagne, ils étaient tout à fait habitués à porter le masque. Et ici, tout le monde autour de moi me disait, mais non, les enfants, ils ne peuvent pas porter un masque, c'est impossible. Pourtant, j'ai bien vu que les miens, ils les portaient. Et les miens, ils ne sont pas plus sages que d'autres. Je dirais même qu'ils sont très dissipés, très, très toniques, vivants. Alexandra, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a un stress là-dessus? Pourquoi on incrimine certaines choses? Pour eux, pour moi, c'est un jeu. Puis ils voient tout le monde avec des masques, ils veulent avoir un masque aussi. Où il est le problème? Le problème pour moi serait plus ceux qui restent à la maison toute la journée enfermés. C'est l'hiver, le parc est mouillé, on ne peut pas aller s'amuser, etc. Bon, vous voyez, c'est ce genre de questionnement que j'aimerais que les présents posent et que vous puissiez un peu développer là-dessus. Alexandra, je ne vous entends pas. C'est activé pourtant, elle peut parler là? Oui, oui, oui. Ok, très bien. J'ai une question par rapport au fait que je laisse, voilà. Alors la configuration, elle est un petit peu différente. Donc moi, j'habite en Allemagne, donc j'ai 2 enfants et on fait le homeschooling, c'est-à-dire qu'on fait l'école à la maison. Hein. La maîtresse nous donne le soir quelques devoirs à faire. En général, ça représente 3 heures, 3 heures et demie de travail dans la journée. C'est quand même beaucoup. Il faut être un peu derrière parce qu'il y a beaucoup d'explications à donner. Et bon, moi, c'est en allemand, donc ça donne encore un élément de difficulté, de complexité en plus. Mais à un moment donné, alors voilà comment ça se passe chez nous. On a une routine où on se lève le matin, on essaie de se lever plus ou moins aux mêmes horaires que d'habitude, aux environs voilà, de 7h30, 8h.
Ensuite, on a le petit déjeuner. Donc là, tout va bien. Et puis bah, la maman, elle commence à avoir des meetings, le papa, etc. On n'est plus du tout avec les enfants. Il va y avoir un moment où pendant 3 heures d'affilée jusqu'au déjeuner, on n'est plus du tout avec les enfants. On n'a pas trop la possibilité parce que, disons qu'on est tous à des âges différents. Moi, je pense qu'on a plus de personnes seniors que de juniors de mon âge. Donc, on comprend très bien, il y a beaucoup de flexibilité dans mon organisation, mais quand il y a meeting, il y a meeting. Hein, et quand il y a meeting de 10 à 12, moi, de 10 à 12, je suis tout le temps connectée et je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Alors, il y a des jours où j'arrive à bien prévoir, où on fait les devoirs, où ils jouent super bien, parce que moi, j'ai 2 enfants. Donc, voilà. Et puis, il y a des jours où je les abandonne complètement, où j'arrive pas à les occuper et ils s'ennuient, ils veulent un téléphone portable. Comment réagir dans ce genre de cas? Je veux dire, et quel est l'impact psychologique sur les enfants du fait d'avoir été un petit peu abandonnés par les parents et quelquefois de regarder pendant 2-3 heures d'affilée la télévision avec un contenu très moyen, quoi. C'est une très bonne question, Alexandra. Je pense que la plupart des parents, enfin, quasi-totalité des parents qui télétravaillent ont ce genre de questionnement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, les écoles restent ouvertes et donc, ça ne se pose pas toute la journée comme ça s'est posé en mars. Mais dans d'autres pays, effectivement, il y a à nouveau cette situation d'être avec les enfants à la maison. Alors, juste pour que j'ai des réponses plus adaptées, vos enfants ont quel âge, Alexandra? 4 et 7 ans. Ok, donc 4 et 7, c'est tout petit. À 7 ans, on est vraiment sur les premiers pas de l'autonomie. À 4 ans, il y a très très peu d'autonomie. Pendant le confinement, j'intervenais beaucoup pour des entreprises pour parler aux salariés parents et les aider à trouver des modes d'organisation qui évitent aux parents de craindre de sacrifier leurs enfants ou de sacrifier leur travail, voire de sacrifier les deux. Ce qu'on construisait avec les parents, c'était une organisation qui soit à la fois le plus adaptée aux capacités des enfants, le plus réaliste par rapport aux contraintes de la vie professionnelle et à la complexité du contexte. Alors la première chose que je disais, c'est dans des circonstances aussi complexes que celles d'aujourd'hui, faisons tous de notre mieux et revoyons nos attentes. C'était le cas beaucoup pour les écrans, mais aussi le travail pose cette question de l'équilibre. Sur les écrans, on se dit, notre génération est très attentive aux effets néfastes des écrans. Néanmoins, un peu plus d'écran temporairement vaut mieux que des parents qui me crient dessus toute la journée en disant « laisse-moi, je suis en réunion ». Donc, c'est toujours voir cet équilibre-là et de laisser certains idéaux sur le sujet des écrans, par exemple, pour avoir une attitude la plus ajustée possible. C'est transitoire, ça ne va pas durer tout le temps, même si c'est plus long que ce qu'on avait imaginé. Dès que la situation redeviendra normale, les enfants reviendront à une organisation normale aussi. Et peut-être qu'en ce moment, il y a un peu plus d'écran, ce n'est pas très grave si la qualité de vie est préservée au maximum. Donc ça, c'est un premier exemple, les écrans, de dire la balance entre mes idéaux, la difficulté de la situation, qu'est-ce qu'il y a de plus à perdre? Il y a un petit peu plus d'écran, mais on préserve le bien-être des enfants. Et puis, baisser aussi les inquiétudes. Quand tout redevient normal, les écrans redescendront aussi parce qu'on sortira plus, parce que les enfants auront des activités et parce que tout le temps où ils sont à l'école, il n'y a pas ce recours aux écrans. Sur l'organisation par rapport à nos contraintes professionnelles d'adultes, vous parlez d'une routine, c'est une chose qui est très très importante. En fait, surtout petit à l'âge de vos enfants, quand ils ont affiché sous les yeux une connaissance claire de quand est-ce que papa et maman sont disponibles. Alors, j'essaie de le retrouver parce que une de mes clientes l'avait fait et je l'ai ici. J'avais trouvé que c'était un très bon exemple. Elle avait, pendant le confinement, fait un tableau de routine comme ça, où elle mettait qu'est-ce qui se passait à chaque moment. Et donc, le petit signal là, interdit, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais permettait de dire aux enfants, c'est quand les parents ne sont pas disponibles. Donc, là, elle déplaçait cet aimant sur le frigo à chaque fois qu'on avançait dans l'heure. Et donc, les enfants savaient qu'on était à cette case, papa et maman ne sont pas dispo, on est à cette case, je peux jouer un peu avec eux. Et donc, en fait, plus les enfants sont jeunes, plus il faut trouver, autant que faire se peut, une alternance entre des moments où les enfants sont seuls ou autonomes et des moments où je suis disponible pour eux. Et ce qui marchait très très bien, c'était cette toute première case où avant de commencer à travailler, parents et enfants, donc il y avait les 2 parents qui travaillaient à la maison et 2 petits garçons qui étaient en
qui avaient moins de 6 ans. En fait, ils commençaient leur journée par passer un moment ensemble. Et en fait, avec cette petite case-là, ils remplissent le réservoir des enfants qui, du coup, ont eu un moment de partage avec les parents et deviennent davantage capables de jouer seuls quand papa et maman travaillent ici pendant 1 heure. Ils avaient 1 heure de jeu libre alors que les parents n'étaient pas disponibles. Donc ça, c'est une première chose, c'est d'alterner. Alors, plus les enfants sont petits, plus il faut qu'ils aient l'occasion de revenir nous voir fréquemment. Des grands de 9-10 ans, ils commencent à pouvoir rester seuls 3 heures et être autonomes pendant 3 heures. À 4 ans, on va avoir besoin d'un petit moment avec papa et maman plus fréquemment, juste 5-10 minutes. Donc, soit on a des réunions très planifiées et on sait quand est-ce qu'on peut le faire, soit on fait un peu comme on peut, et dès que l'occasion se présente, on va revoir l'enfant, on remplit le réservoir par notre présence, et après, on peut lui demander un peu plus de rester à chaque fois autonome. Et une deuxième chose qui peut aider dans cette situation-là, c'est de dire aussi, de donner des codes à l'enfant sur notre disponibilité. Quand vous êtes en meeting, est-ce que si votre caméra est allumée, votre micro est allumé, par exemple, c'est peut-être un moment où il ne faut absolument pas que votre enfant vous dérange. À l'inverse, il y a parfois quand on travaille des moments où on doit écrire quelque chose, produire, créer un document, où on voudrait rester concentré, mais il n'y a pas le même impact si l'enfant vient près de nous. Et pour ça, moi, j'utilisais ce type d'outil. C'était le système du feu de signalisation, où j'avais expliqué aux enfants le feu rouge. Donc, je le mets soit sur le dos de mon ordinateur, si je suis dans une pièce ouverte, soit à la porte, si j'ai une pièce qui est dédiée au télétravail. Et donc, je leur explique, ça, c'est le feu de signalisation. Quand je mets le feu rouge, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas venir me déranger. Et donc, les enfants, je les ai prévenus à l'avance et ils savent qu'il va y avoir le feu rouge. Je peux mettre à côté un repère visuel aussi. On peut se servir des horloges pour montrer pendant combien de temps il va y avoir le feu rouge et ils peuvent voir sur l'horloge l'aiguille qui avance. L'aiguille. Le feu orange, je l'utilisais aussi beaucoup. Le feu orange, il me permettait de dire j'ai besoin d'être concentré, je suis en train de travailler, mais si tu veux venir me poser une question ou si tu as besoin de mon aide ponctuellement pour quelque chose, tu peux me parler. Et donc sur le feu orange, il fallait que l'enfant vienne et touche juste mon bras et attendre que j'arrête d'écrire. Ou alors il fallait qu'il vienne en chuchotant. Donc, il y avait un certain nombre de consignes qui étaient très, très explicites sur qu'est-ce qu'on fait quand c'est orange. Et puis, quand le feu était vert, en principe, c'est qu'il n'y avait plus de télétravail et qu'on était ensemble. Mais on pourrait avoir le feu vert, c'est je suis à mon bureau pour faire quelque chose, mais tu peux venir autant que tu veux. Et j'essaie d'avancer mon travail tant que vous jouez seul. Donc, on peut donner comme ça aux enfants pas mal de repères. Donc, ce repère des routines, les routines, elles sont importantes, mais quand elles sont formalisées et partagées avec les enfants, elles les aident énormément parce qu'ils savent où est-ce qu'on en est. Puis à 4 et 7 ans, c'est vraiment très important d'avoir des repères visuels. Et ce genre d'outil, il aide beaucoup parce qu'il est aussi un repère visuel. Mais en plus, quand on construit ça, on est obligé d'expliquer à l'enfant des règles très précises. Et ce n'est pas juste « laisse-moi, ne me dérange pas, encore 5 minutes, attends ». Il va y avoir le feu rouge et c'est jusqu'à ce que la grande aiguille soit arrivée en bas. Qu'est-ce que tu vas faire toi pendant que moi je ne suis pas disponible? À 7 ans, à 4 ans, c'est encore un peu difficile, mais il faut commencer à le faire parce que ça se muscle. Il faut s'adapter, voir dans quelle mesure. Voilà, c'est un apprentissage. Et ça ne veut pas dire qu'à 4 ans, ce n'est pas possible, il ne faut pas le faire. Il faut commencer à muscler ça chez l'enfant, même si l'efficacité ne sera pas systématique. Mais à 7 ans, on peut dire, et toi, quelle activité tu vas choisir, comme papa et maman ne seront pas disponibles parce qu'on travaille. Et pour être exhaustive, en termes de choix d'activité, si les enfants n'ont pas encore l'âge de faire du travail scolaire totalement seuls, moi j'avais recensé un certain nombre d'activités qui fonctionnent bien quand elles ont un début et une fin, et quand l'enfant a un objectif précis. C'est-à-dire que lui dire « va jouer avec tes poupées », ça ne marche pas très bien. Parce que l'enfant dit j'ai pas envie, j'ai pas d'idée, etc. Mais dès qu'on donne un peu une mission, est-ce que tu veux, pendant que je travaille, toi, tu dois construire la tour la plus grande possible avec tes blocs de bois ou tes Legos, et puis après, on le prendra en photo. Donc, on pouvait faire des choses comme ça. Et donc, de savoir quand l'enfant sait
après ma réunion, je viendrai prendre une photo pour voir à quel point la tour que tu as construite est grande. L'enfant dit, attends, d'accord, j'y vais. Et là, il est parti pour facilement une demi-heure de concentration parce qu'il a un objectif précis. À 4 ans, on peut proposer des choses un peu plus courtes. Alors, je n'ai pas le début. Je m'étais fait faire plein de bijoux en gommettes comme ça. En fait, je traçais un trait qui était un collier sur une feuille et puis je donnais les gommettes et en fait, il faut avoir mis toutes les perles. Et là, l'enfant, il voit le début, il sait dire quand est-ce que c'est commencé, quand est-ce que c'est terminé. Et ça c'est très proche de ce qu'on utilise en pédagogie Montessori, de voir quand il y a un début et une fin, voir quand c'est réussi, ou juste ou faux, etc. Ben là, l'enfant, il a cette capacité de contrôle. Je sais que j'ai fini quand je suis arrivée au bout du collier. Et puis des fois, les réunions, elles duraient plus longtemps, donc je me faisais faire des boucles d'oreilles en mettant des perles aussi. Donc il y a comme ça pas mal de choses. Donc des espèces de missions, on peut dire aussi, donc j'ai parlé des jeux de construction, mais quand les enfants ont des Playmobil, des figurines, on peut leur dire installe-les comme s'ils allaient faire la plus grande fête de l'année. Et puis quand ma réunion est finie, je viendrai voir comment tu les as installés. Ou mets les cow-boys et les Indiens prêts à faire une bataille. Et quand ma réunion sera finie, je viendrai prendre une photo, on l'enverra aux cousins parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup de cow-boys et d'Indiens. Donc de donner à l'enfant une mission de quelque chose à réaliser, ça marche mieux que de dire va jouer, non pas maintenant, laisse-moi tranquille. Et vous craignez je ne sais plus quel est le mot parce que j'ai tout recouvert de documents, vous craignez de les abandonner. Ces allers-retours-là permettent d'éviter ce sentiment-là et de se dire, allez, c'est une opportunité pour mes enfants de construire de nouvelles compétences, de s'autonomiser dans le jeu. Ça vient progressivement, mais alors à 4 ans, ça devient possible, alors qu'à 2 ans, c'est encore très difficile. À 4 ans, ça va commencer et c'est l'entraînement au fil des années et l'attitude compréhensive, empathique et bienveillante des parents qui fait qu'à aucun moment, ils ne se sentiront pas abandonnés, mais ils vont muscler cette capacité à être autonomes, seuls, et ils vont apprendre plein de choses aussi. Est-ce que ça répond à vos questions? J'ai essayé de vous donner des outils pratiques parce que souvent, quand on est parent, c'est de ça aussi dont on a besoin. Ça répond vraiment très bien. Et en fait, merci pour tous les outils que vous nous donnez. J'ai pris des notes. Je n'ai pas eu la possibilité de prendre des photos. Je ne sais pas si vers la fin, vous pourrez refaire un petit show du collier de gommettes, différentes réalisations. Je trouve que c'est vraiment des super outils pour les parents. Après, des fois, je l'ai découpé parce que ça leur fait très plaisir quand on en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on leur dit « Ah, super, tu m'as fait un beau collier, fais voir, ça me va bien. » Donc, il y avait le collier comme ça où il y a un crayon et des gommettes qui ne sont pas très originales, mais ça suffit en fait. Et juste de tracer ce trait-là, je vous ai montré l'horloge aussi. Alors ça, il se trouve que moi, j'ai recopié mon horloge de la maison. Elle est comme ça avec ce rond noir. Et je montrais que tant que l'aiguille n'était pas sortie de la zone rouge, il ne fallait pas me déranger parce que je travaillais avec beaucoup de concentration. Et donc, des repères comme ça peut marcher. Et puis, je vous ai montré le feu rouge. Le feu rouge, c'est celui-ci où j'avais découpé en fait les ronds et je les collais avec un petit scotch repositionnable. Et puis, quand on est 2 parents à la maison, une autre chose qui peut marcher aussi, pareil, les enfants, ils ont plus besoin de repères que d'interdiction. Et nous, on se mettait un système d'aimant comme ça avec notre photo. Donc, moi, tu ne peux pas me déranger, mais si tu as besoin de quelque chose, c'est maman qui est disponible. Donc, on mettait nos photos respectives, c'est-à-dire que sur l'ordinateur de papa, il y avait le feu rouge et la photo de maman. Et donc, l'enfant dit « Ah oui, c'est vrai, il n'est pas dit. Ah, c'est maman que je peux aller voir. » Et du coup, ils venaient me voir sans avoir dérangé leur papa qui travaillait. Donc, donner le maximum de repères comme ça, c'est vraiment ce dont les enfants ont le plus besoin et c'est ce qui leur permet de suivre le plus facilement tout ce qu'on leur demande comme effort et comme ajustement. C'est bien. Merci beaucoup, Céline. Encore une toute petite question, un peu liée à ça, complètement liée à ça. De temps en temps, on est disponible, mais le fait de jouer entre 11h et 11h10 avec l'enfant, est-ce que ça permet quand même, comme pour le matin, de régénérer un petit peu son réservoir d'émotions?
même si ce n'est pas une demi-heure et qu'on se déplace, voilà, 5 minutes, on quitte ce qu'on est en train de faire? 5 minutes suffisent. 5 minutes, c'est déjà bien en fait. Donc, 5 minutes d'une attention pleine et entière. Montre-moi comment tu fais ça. Ah, d'accord. Et juste écouter, être présent. Ou alors de dire même, alors c'est mes 5 minutes qui sont que pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, je ne l'ai pas sous la main, mais on peut utiliser des timers visuels. J'en ai un qui marche très bien. Hop. C'est des choses qu'on trouve dans les minuteurs de cuisine. Vous voyez, ils montrent en rouge le temps qui est disponible, qui reste. Et quand l'aiguille, enfin, quand le temps est écoulé, il n'y a plus de rouge. Et on peut montrer, regarde, c'est nos 5 minutes ensemble et ils voient que ça passe. Et du coup, il n'y a pas la déception de se dire, mince, c'est fini, c'est déjà. Ils sont accompagnés dans leur perception du temps, leur compréhension du temps qui passe. Donc de dire c'est nos 5 minutes ensemble et puis de l'appuyer avec ce genre d'outils, ça peut vraiment l'aider. Mais 5 minutes, vraiment, ne nous fixons pas d'objectifs trop ambitieux. 5 minutes toutes les heures, si vous pouvez le faire avec le travail, c'est déjà quelque chose de très aidant. Et puis si c'est associé à des stratégies qu'on offre à l'enfant pour patienter, des temps d'écran auxquels on va avoir un peu plus recours, surtout quand la fatigue et la faim viennent. Donc, en fin de matinée, d'accepter de dire, OK, alors maintenant, on va faire un temps de dessin animé parce que ça devient de plus en plus dur pour toi d'attendre. À 4 ans, c'est facile d'attendre quand on est bien réveillé, qu'on a l'estomac plein. À 11h30, ça devient un peu plus difficile. Donc, à 11h30, si pour que tout le monde soit content, il faut un peu plus de dessin animé que l'idéal, ben, l'honneur est sauf parce que la relation est préservée. Vous avez pu faire votre travail. Vos enfants, ils ont besoin que vous travailliez parce qu'en fait, si on perd notre boulot, on les met encore plus en danger que si on est tout le temps avec eux, en fait. Si on perd notre travail, on les protège moins qu'on le voudrait. Donc, il faut quand même trouver cet équilibre-là parce que la sécurité socio-économique des parents, elle est très importante. Et donc, de trouver l'équilibre, d'avancer comme on peut. La situation est complexe, elle est difficile pour tout le monde et elle est temporaire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je rappelle simplement que vous devez uniquement aller sur votre image et réactiver votre micro pour pouvoir parler. Vous n'avez pas besoin de demander une permission. Donc, allez-y, ceux qui veulent intervenir. Je vois avec un grand plaisir. Oui, on a encore une question. C'est plutôt, on a parlé beaucoup de l'aspect mental des enfants, mais le physique, étant donné qu'on est quand même en période de confinement, il fait noir assez tôt et on doit quand même travailler jusqu'au moins 17h30 en général, donc l'heure où il fait noir, donc sortir en vélo et compagnie, ça devient un peu compliqué avec les enfants. Vous avez aussi un peu des tuyaux pour qu'ils puissent se défouler un peu physiquement, parce qu'au final, c'est ce qu'un peu Zeta disait, c'est que le soir, ils ont quand même du mal à s'endormir et c'est sans doute aussi dû à trop d'énergie. Alors, la motricité, c'est très important. Sur le blog, j'avais écrit un article que vous pouvez retrouver, c'est paizi.fr et j'ai quelques articles que j'avais écrits pendant le confinement et il y en a un qui parle des différentes options pour faire bouger les enfants, y compris quand on ne peut pas sortir de chez soi et y compris quand on a des voisins aux oreilles sensibles. Alors, en ce moment, c'est plus difficile de sortir, donc on est un peu dans ce contexte-là, parce que c'est l'hiver et que sortir en journée, c'est plus difficile si on a le travail, et dès qu'on arrête de travailler, il fait nuit. Mais en fait, notre intérieur peut aussi être des occasions d'exercer sa motricité. Dans les 5 petites minutes de pause que vous faites à 11h, par exemple, pour retrouver votre enfant, d'installer un parcours dans la maison on met 4 chaises, on fait l'aller en rampant, le retour en marchant par-dessus les chaises sans perdre l'équilibre. Donc, on peut imaginer des parcours de motricité comme ça qui permettent d'exercer sa motricité même quand on ne peut pas courir dehors. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, je pourrais vous l'envoyer, c'est ce qu'on appelle Brain Gym. C'est des petits exercices qui ne sont pas du tout de l'athlétisme, mais qui vont solliciter la coordination au niveau cérébral. Donc notamment de faire des gestes croisés comme ici, le coude qui touche le genou opposé,
le ventre, la main qui masse le ventre dans un sens et dans l'autre sens devant la bouche. Tracer aussi le signe infini en se concentrant avec 2 doigts de cette façon. Ce sont des exercices qui vont mobiliser le corps, mais aussi tout ce qui concerne la coordination et vont apporter de l'apaisement aux enfants. Et puis une autre chose qui marche très très bien, c'est de construire un coin cabane. Parce qu'en fait, quand on fait une cabane aux enfants quelque part, une cabane, c'est pas quelque chose dans lequel ils peuvent marcher normalement. Ils doivent se baisser, passer comme ça. Et en fait, rien que des environnements comme ça, un peu rétrécis, sollicitent une autre forme de motricité chez les enfants et peuvent être l'occasion pour eux d'assouvir ce besoin de bouger. Si vous on met un très grand drap sur une table et ça fait une cabane, mais observez comment sous la table ils se comportent. Et puis parfois, le confinement de la cabane apporte aussi un apaisement parce qu'on est plus dans une intériorité, plus concentré. Et donc, il y a vraiment ces 2 effets du confinement, d'être un peu blotti, comme dans un terrier, mais il y a aussi cette motricité différente où il faut plus observer les enfants, ils le font de cette façon. Quand ils sont dans une cabane, ils baissent plus la tête, ils font attention, hop, ils remettent tout ce qui tourne, donc là, il faut remuer parce qu'il faut remettre les coussins ou il faut retirer le tissu. Et les cabanes offrent une motricité adaptée à la vie en appartement quand on n'a pas la possibilité d'être dehors. Et puis, pour terminer, il y avait un point un tout petit peu différent, mais très utile. Il y avait une famille qui m'avait contactée et on s'était dit comment est-ce qu'on peut apporter plus de confort dans l'appartement quand les enfants ne peuvent pas sortir. Et ils avaient fixé un rendez-vous au soleil. Et donc, dans leur appartement, le soleil n'entrait que le matin à un certain endroit. Et ils se disaient, tous les matins, alors c'était au mois de mars, c'était pas la même saison, mais en tout cas, quelque chose qui est lié aux éléments naturels et qui permettait aux enfants de se dire, c'est le rendez-vous avec le soleil, on ouvre la fenêtre, on regarde quelle est la température du jour. Même en hiver, c'est possible de se dire régulièrement, on ouvre la fenêtre et on se dit, est-ce que les nuages, ils se touchent et le ciel est tout gris, ou est-ce que c'est des nuages comme des moutons dans le ciel? Et de juste passer quelques minutes comme ça, le nez à l'air, à observer quand il fait encore jour, sans avoir à descendre dans la rue, ça met les enfants en connexion avec les éléments, ça aère, ça change la perspective parce qu'on regarde beaucoup plus loin. Et ça aussi, ça a un impact sur le cerveau, à quel endroit est-ce qu'on focalise notre attention. Donc, ces rendez-vous de météo, si vous êtes à la maison, ça peut être un de vos rituels de début de journée. Quel est le temps aujourd'hui? Le plus petit peut avoir vraiment ce plaisir à son âge d'écrire la date et de décrire la météo. Et ça, on le fait en ouvrant la fenêtre, en changeant notre horizon et en prenant l'air en même temps. Donc, c'est aussi des choses qui vont alimenter des éléments corporels, même si ce n'est pas le fait vraiment de bouger, mais c'est un autre rapport à l'environnement qui peut être proposé dans des routines comme celle-ci. Mais c'est dur, là, l'hiver. C'est très dur. Merci Céline. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Malheureusement, j'ai une amie qui vient de m'envoyer un message et qui me dit qu'elle avait un rendez-vous, donc elle ne pouvait pas rester plus longtemps, mais elle avait toute une intervention, elle avait des questions et puis elle avait sur le cadre qu'on pouvait imposer ou utiliser pour les enfants. Et malheureusement, elle vient de m'envoyer un tas de messages l'un derrière l'autre. Elle ne peut plus être avec nous. Je suis désolée. Mais enfin, il y a encore des personnes qui sont là et que j'aimerais. D'ailleurs, je vois une amie qui, ça fait un moment qu'elle habite en Allemagne et qui a une petite fille, d'après ce que je sais. Et j'aurais bien voulu que Angeliki Cioli, que je vois ici sur les participants, puisse nous poser quelques questions. Angeliki? M'écoutez? Oui. Excusez-moi, je suis un peu rentrée plus tard. Je n'ai pas attendu toute la discussion, les questions, etc. Nous, seulement la dernière partie. Je suis toujours les emails de la communauté, tu sais, cet état depuis que je suis partie. Ça, c'était très intéressant comme sujet.
Je fais presque comme proposé par Céline. Donc, je lui dis, écoute, j'ai besoin d'une demi-heure pour envoyer un email, pour faire mes choses. Regarde, là, c'est notre horloge, comment ça s'appelle? Oui. Et voilà, quand les minutes, La grande aiguille. les grandes aiguilles arrivent à 11, à 12, j'aurai le temps pour toi. Après, on peut faire quelque chose comme tu veux. Donc, je pense que plus ou moins, j'ai trouvé la façon. C'est toujours difficile, mais j'ai trouvé un peu le compromis. Mais bon, comme je dis, je n'ai pas entendu tout, malheureusement. Et moi, j'aperçois aussi la question de Patricia qui est dans les commentaires, qui pose une question qui est très d'actualité aussi. Comment arriver à diffuser un message positif quant à l'avenir dans la situation incertaine? Et c'est une très bonne question, Patricia, parce qu'elle concerne aussi bien les petits qui peuvent être inquiets de ce qui se passe. Les petits, ils expriment aussi parfois en ce moment des inquiétudes pour les grands-parents. Est-ce que si je vais voir Papou et Yaya, ils vont être malades à cause de moi? Quand est-ce que je pourrais reprendre le basket? Est-ce que ma vie d'avant, elle va reprendre un jour? Mais les ados aussi la posent très très fortement cette question. Et il me semble que il y a un enjeu aujourd'hui à savoir comment partager avec les enfants le minimum de certitude dont on dispose, de façon à leur dire, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas toujours durer. Et ce qu'on voit comme opportunité, c'est comment on peut réinventer la façon de rester en lien quand on ne peut plus aller se voir. Il y a des familles qui ont fait des ateliers de généalogie avec les grands-parents. On ne pouvait pas aller voir les grands-parents, mais on se dit, attends, je vais les appeler parce que je vais construire l'arbre généalogique et ils vont m'expliquer et je peux le dessiner. Les jeunes aussi souffrent beaucoup de cette situation parce que quand on devient ado, on est vraiment dans une période de la vie où la relation à toute la vie sociale en dehors de la vie de famille est très importante. Comment est-ce qu'on peut garder ce lien? Et c'est vraiment de trouver l'expression d'une confiance malgré l'incertitude. Et l'accueil aussi de tout ce qui peut être une source d'inquiétude pour les enfants. Parfois, on cherche très vite à dire « mais non, mais c'est pas grave, mais t'inquiète pas, ça va ». Et de dire « explique-moi ce qui te rend inquiet ». Ben, je ne sais pas quand est-ce que ça va recommencer, mon activité avec les copains. Moi, je veux faire mon anniversaire qui est tout le monde à la maison. Et de d'abord dire « je te comprends, moi aussi, si je voulais fêter mon anniversaire, ce serait très difficile de me dire que je dois le fêter toute seule ». De d'abord accueillir cette difficulté, cette frustration, cette tristesse de l'enfant. Et une fois qu'on l'a accueilli, de dire, écoute, c'est une année un petit peu particulière, mais je suis sûre qu'on aura bientôt l'occasion de fêter les anniversaires comme on le faisait avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se consoler et quand même faire que ton anniversaire soit une belle journée cette année? Et de là, du coup, de mettre l'enfant, de l'impliquer, quel que soit son âge, dans quelle solution on peut imaginer, qu'est-ce qui pourrait rendre l'anniversaire de cette année à la fois différent, mais quand même marquant, enthousiasmant pour les enfants, etc. Donc de trouver cette expression d'une confiance envers leur capacité à traverser ce moment-là, envers un retour à une certaine normalité par la suite. Et puis, de préserver, moi je trouve que ce qui marche aussi, c'est au maximum préserver une stabilité dans la façon dont on vit ensemble à la maison. Avec les petits, parfois ils sont un peu préservés parce que justement, ce qui compte, c'est de se lever, de manger, de faire la sieste, de jouer, d'aller se coucher. Et dans un sens, les petits préservent un peu une certaine normalité, plus que les ados qui avaient beaucoup plus l'habitude d'aller en extérieur. Mais de refaire de la vie de famille quelque chose qui soit plus stable, plus connu, plus structurant que ça ne l'était dans d'autres périodes. Je sais que Patricia elle a sans doute sa préoccupation de marraine d'ado. Et voilà, Patricia, peut-être trouver cette façon de rassurer en disant ça va passer et tant que c'est difficile, je suis là pour t'aider et on peut chercher ensemble comment on va s'en accommoder. Merci Céline. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui.
Bon, bonjour à tout le Merci, monde. Alvanou. Voilà. Moi, ma question, c'est comment on peut avoir un équilibre familial quand il y a les parents et les enfants toute la journée ensemble et il y a des conflits parentaux Ah, et de la maltraitance peut-être aussi. Voilà. Bon, Cathy, vous en doutez, je n'ai pas de réponse magique à ce genre de situation. C'est une situation très difficile. La maltraitance, si elle est identifiée et, comment dire, donc, si on dispose d'éléments factuels, c'est quelque chose pour lequel on a la responsabilité d'intervenir. Il y a plusieurs façons d'intervenir. Je ne suis pas la mieux placée pour expliquer toutes les façons juridiques d'intervenir, mais c'est vraiment important. Donc, si c'est une situation que vous connaissez, vous pouvez vous tourner vers des associations, des organisations sur la protection de l'enfance et la lutte contre les violences qui peuvent vous donner les meilleures façons et les recours disponibles. Quand on l'a vu pendant le confinement, il y a eu une augmentation des violences au domicile. Du coup, des dispositions particulières qui ont été recréées. C'est des situations qui sont très difficiles et il ne suffit pas d'un petit feu rouge pour dire aux parents d'arrêter de se disputer. Malheureusement, c'est bien plus complexe que ça. Et si on est témoin de ce genre de situation, ce qu'on peut faire, c'est soit de proposer des recours et des façons pour les enfants qui seraient pris dans cette situation de s'extraire temporairement de la situation. On sait que pour les enfants, les situations difficiles, la résilience reste possible quand il y a parfois un accompagnement plus bienveillant, quelque chose de plus rassurant. Et ces petites étincelles de ressourcement sont celles qui vont construire la résilience par la suite. Donc c'est très important quand on en a la possibilité de proposer une façon pour l'enfant de s'extraire et proposer aussi pour l'enfant des lieux d'écoute parfois. Si on est une grand-mère, une tante, une marraine, de dire tu peux m'appeler quand tu veux et puis tous les deux on peut se parler et d'une écoute neutre de dire à l'enfant que si papa et maman se disputent c'est parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord mais que les parents qui se disputent ils n'arrêtent jamais d'aimer leurs enfants, par exemple de pouvoir donner cet étayage langagier si c'est trop difficile pour les parents de le faire parce qu'ils sont totalement pris par leurs disputes, leurs conflits et voilà tout ce qu'il peut y avoir de très très difficile pour les adultes y compris à vivre dans cette situation, tout ce qui entoure l'enfant de mots, de paroles et d'un sens à donner à ce qu'il est en train de vivre et ce qui va lui permettre le plus facilement de le traverser et d'en faire autre chose par la suite. Ok. très bien. C'est bien. Très bien. C'est vrai que c'est un aspect que un coach parental ne peut pas ne pas résoudre, mais c'est vrai que c'est un aspect qui est, ça a apparu beaucoup plus maintenant que les gens sont tout le temps ensemble qu'auparavant. Bon, c'est vrai que là, on vient d'échapper à un enfermement complet et que nous restons avec notre couvre-feu de 18 heures en France. On a beaucoup de chance, j'estime, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout évident de gérer ce genre de situation de pandémie. On a la chance nous, les Grecs, de vivre à cheval un petit peu sur deux pays. On voit ce que ça donne partout. Tout le monde est accusé, tout le monde essaye de trouver des solutions. Personne n'en a une réelle. Et c'est un peu la même chose avec les enfants. Un coup, on ouvre les écoles, un coup, on ferme les écoles. C'est un peu compliqué. Je sais qu'en Allemagne, les écoles sont fermées. Nous, ici en France, on a les écoles ouvertes. C'est bien. Moi, j'aime beaucoup que les écoles soient ouvertes. C'est vrai que ça fait la dispersion du virus, mais on ne peut pas arrêter de vivre non plus. Il y a eu d'autres pandémies, il y a eu d'autres fois où des grandes épidémies sont apparues et, ma foi, on ne fermait pas tout. Voilà. Et Ceta, vous parliez des masques tout à l'heure, et puis je voyais Alexandra qui posait la question.
moi, j'ai 3 enfants et chacun a réagi de façon très différente au port du masque. J'ai le plus petit qui n'était pas obligé de le porter, qui voulait le mettre pour faire comme ses frères. J'en ai un qui était totalement indifférent, qui, de la seconde, on lui dit il faut mettre un masque, mets un masque. Et puis j'en ai un pour qui c'était très difficile parce qu'il est très sensible et que la sensation du tissu sur la bouche, l'esthétique du masque, il le dit, hein, il trouve ça très moche. Il est très en colère d'avoir cette obligation. Je trouve que les réactions des enfants, elles reflètent aussi les différentes réactions des adultes. Il y en a qui le mettent qui s'en contrefichent. Il y a ceux que ça met en colère d'être tenu de porter un masque, d'avoir une nouvelle obligation. Et pour les enfants comme pour les adultes, de pouvoir les laisser exprimer ce que ça crée pour eux de gêne, c'est déjà une façon de normaliser leur gêne plutôt que de leur faire croire de les laisser penser que ça ne devrait pas t'embêter. Et alors tout le monde le fait, pourquoi toi tu nous embêtes? Oui, il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on peut donner aussi un autre sens pour les enfants au port du masque. Le port du masque, c'est ce qui permet d'aller à l'école et qui a évité de les fermer. Pour toi, c'est difficile de le porter, mais ça permet de garder l'école ouverte. Il y a des enfants qui ne font pas plein d'activités avec leurs parents à la maison, et pour qui c'est très important de pouvoir continuer à aller à l'école. Donc, on peut donner un nouveau sens. On peut proposer des aménagements. Pour mon aîné, je lui ai proposé de rester davantage, puisqu'on travaillait à la maison, de manger davantage à la maison et moins à la cantine pour lui permettre de vivre un peu plus d'heures sans le masque que s'il restait la journée entière à l'école. Et paradoxalement, c'est d'accepter comme ça, de dire « je sais que c'est difficile, alors je cherche une solution pour t'aider », qui lui a permis de s'apaiser dans ce refus qu'il avait initialement au sujet du masque. Il y a des enfants qui s'en accommodent très très bien et d'autres pour qui c'est plus dur. Et la question, c'est comment on les accompagne. J'entends beaucoup d'adultes dire « ah, mais les enfants, ils s'adaptent toujours ». Les enfants s'adaptent. Je veux juste que nous, en tant qu'adultes, on s'assure que cette adaptation, elle ne se fasse pas au prix de nouvelles difficultés pour aujourd'hui ou pour plus tard. Et si on reste attentif, justement, on peut éviter que cet ajustement ait un coût aujourd'hui ou de façon différée dans le futur. Très bien. Autre sujet? Moi, je voulais juste dire quelque chose, que pour nous, cette expérience qu'on est en train de vivre du Covid, c'était quelque chose qui nous a apporté aussi pas mal de choses. C'était un gros challenge auquel on n'était pas forcément préparés. On n'a pas tous un coach parental. Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir un coach parental. En Allemagne, ici. Donc, j'ai quelqu'un qui m'aide à nous organiser, à nous aider, à nous structurer et à vivre cette période de pandémie de façon beaucoup plus apaisée, et pour nous les parents, et puis donc par conséquent pour les enfants. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Notre relation parent-enfant a changé, et les enfants vis-à-vis des parents qui vivent plus notre quotidien, comment on travaille, donc ils comprennent un petit peu, ils posent beaucoup de questions sur le travail maintenant. Et maintenant, par exemple, je sais que des fois, je vais mettre en place le petit déjeuner avec eux, et puis après, je dois courir en meeting, je n'ai pas le temps. Alors moi, je ne fais pas cette phase de jeu du matin avec eux. Maintenant, je pense que je vais le faire, grâce à vous. Mais il y a des fois où voilà, je dois courir en meeting parce qu'on s'est levé un tout petit peu plus tard que d'habitude. Et là, je leur demande s'ils veulent bien tous les deux, alors j'ai la chance d'avoir 2 enfants, hein, je répète bien, 4 et 7, de ranger la table, de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle et de faire en sorte à ce qu'on soit prêt pour le midi. Et ça marche, c'est top. Et les enfants, ils participent beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec mon coach parental, certes, mais aussi parce que je suis un peu plus avec eux, présente. Donc, je les coach aussi. Voilà. C'est vrai que le confinement, il nous a offert plus de temps, de partage avec les enfants, même si ce n'était pas toujours aussi idyllique qu'on le voudrait. Vous parlez de mettre dans le lave-vaisselle, etc. La participation des enfants alors on parle des tâches ménagères, j'aime pas ce mot parce que c'est pas très vendeur. J'appelle ça les contributions à la vie de famille. C'est tout ce qu'on fait, adultes comme enfants, qui nous permet de vivre dans une maison où on a le plaisir de faire des choses, la place de faire des choses. Quand on range le puzzle, on peut faire un autre jeu à la place. Ces contributions à la vie de famille, elles répondent à un besoin des enfants. Et en tant que parents, adultes pressés, on se dit « bon, attends, laisse, je vais faire parce que ce sera plus vite fait ou il n'y aura rien de renversé ». Au contraire, plus on leur laisse
faire de choses, plus ils s'en saisissent, plus on développe à la fois leur autonomie, la fierté d'avoir des responsabilités et puis leur confiance en soi. Si je sais que je suis assez grand pour prendre même des couteaux et les mettre moi-même dans le lave-vaisselle, c'est que papa, maman me savent capable, me font confiance. Et j'ai écrit aussi sur le blog pas mal de sujets sur les tâches ménagères parce qu'il y a plein de parents d'ados qui disent c'est infernal, ils ne font rien. Et en fait, ça se prépare plus jeune pour ni le monnayer, mais au contraire en faire une source d'épanouissement des enfants et qui permet aux enfants, aux parents aussi de gagner du temps avec les enfants parce que quand les enfants donnent un coup de pouce, eh ben nous, on a plus de temps pour faire des choses avec eux plutôt que de dire « Attends, je fais la vaisselle et après je ferai un pulse. Attends, je dois sortir une machine et puis après je jouerai avec toi. » Là, on leur dit ben, « Viens, écoute, dès qu'on aura fini d'étendre la machine, et plus vite on le fait, plus on aura de temps pour ton puzzle. » Donc, les tâches ménagères, c'est une super option qui est vraiment à saisir et qui n'est pas du tout une façon de faire des enfants des Cendrillon ou un roman à la Victor Hugo, mais vraiment une source d'épanouissement pour eux. Et je vois alors à nouveau s'afficher une question sur un sujet, le sujet des violences sexuelles, etc. Comment parler aux enfants des violences sexuelles, des attouchements sans les angoisser? Vers quel âge serait-il important d'en parler? Aujourd'hui, avec MeToo, inceste et la libération de la parole des victimes, on se rend compte que c'est plus fréquent qu'on ne le voit et ça fait peur. Oui, c'est une très grande question. Alors, dans quel ordre l'aborder? À partir de quel âge en parler? Je trouve que parler à leurs enfants du corps, c'est très jeune. C'est une façon de poser des fondements de ce dialogue-là. C'est très difficile d'aborder la question des violences sexuelles quand on n'a jamais eu l'occasion de parler du corps des enfants, de son respect, de ses limites et de ce que les autres ont le droit de faire. Donc, quand les enfants sont petits, ne jamais hésiter à dire le vrai mot des parties du corps. Parce qu'en fait, quand on a un vocabulaire plus précis pour son corps, souvent on leur apprend par cœur index majeur, et puis le reste, on leur donne moins de détails. Et moi, j'invite beaucoup les parents à dire parler du corps et de toutes ses parties, parce que comme ça permet à un enfant de connaître des limites. Dès qu'ils deviennent autonomes sur la toilette, on peut aussi dire c'est toi maintenant qui fait ta toilette et c'est toi qui es responsable de ton corps et personne d'autre n'a le droit de le toucher sans ton autorisation. C'est des occasions comme ça d'amener l'enfant à cette conscience que le corps est quelque chose que l'autre doit respecter. Ça, c'est une première étape. Ensuite, la question du dialogue aussi, quel que soit l'âge des enfants, est primordiale pour éviter ce genre de situation où, quand elles se sont produites, pouvoir alerter le plus vite possible. Personnellement, moi, j'ai dit à mes enfants que le signal d'alarme, c'est si quelqu'un leur dit « ça, tu dois jamais le dire à papa et maman ». Je leur ai toujours dit, un adulte qui te dit ça, c'est que ça doit être ton alerte pour savoir qu'il y a quelque chose de pas normal. Aucun adulte ne doit jamais te dire, de pas nous dire quelque chose. Donc, préserver le dialogue, de toujours être dans une relation où l'enfant est en confiance. Alors, c'est un sujet très difficile. Et ensuite, comment leur parler de ces questions d'agression, de violence sexuelle sans les angoisser? Il y a un support qui est très très bien fait, qui est disponible sur Internet et que j'ai en papier. Moi, j'utilise celui-ci qui s'appelle Stop aux violences sexuelles. Il est édité par plusieurs partenaires et je trouve que les mots sont très bien choisis et surtout, il permet d'aborder les violences sexuelles à partir de différentes situations. Donc, il y a une première histoire où c'est l'entraîneur qui prend un enfant seul, qui prend un enfant à part dans les vestiaires. Il y a un membre de la famille aussi. Et donc, à chaque fois, c'est illustré par une petite BD qui permet d'aborder les choses. Je trouve que le format est peu anxiogène, mais néanmoins, il permet d'aborder des situations et on est mieux protégé parfois quand on est préparé. À partir de quel âge? Moi, je dirais que ce support-là, il est accessible à partir de 6 ans environ et qu'en dessous de 6 ans, c'est vraiment la connaissance de son corps, de ses limites et être attentif à l'enfant et à son comportement qui est le rempart le plus efficace. Mais ce livret, vraiment, pour dès 6 ans,
est vraiment un support à la fois exhaustif, mais aussi rassurant pour les enfants. Et je trouve aussi qu'il est très représentatif des différentes situations qui peuvent qui peuvent se produire. Il y a aussi une BD qui concerne Internet pour les plus grands qui vont sur les réseaux sociaux. Comment se méfier de quelqu'un qui nous piégerait sur Internet en se faisant passer pour un autre enfant, par exemple. Mais comme toujours, c'est la relation de confiance et le dialogue avec les parents qui est vraiment très précieux pour ce type de problématique. Et puis, alors Agnès, je pense que tu l'as vu, mais je le partage avec tout le monde. Sur mon blog, j'avais aussi mis en ligne une vidéo où je parle justement des mots pour parler aux enfants de leur propre sexe. Quels mots est-ce qu'on peut utiliser pour justement les préparer, enfin, construire en eux cette conscience de leur corps et cette capacité à établir des limites. Et c'est un des derniers articles du blog qui est disponible pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Très bien. Très, très bien. Je crois que, bon, je ne vois pas d'autres questions, sauf si vous en avez en direct. C'est moi qui voudrais dire quelque chose. Oui, Marie. Très bien. Et, on a surtout parlé de la période de confinement. Oui. Et dans les périodes confondues de confinement et normales, j'aimerais savoir quelles sont les raisons les plus fréquentes, mais vraiment les plus fréquentes, des gens qui viennent vous voir. Les problèmes qui sont récurrents, qui reviennent le plus souvent, est-ce que ce sont vraiment des problèmes ou c'est aussi des parents qui sont soucieux d'être comme il faut avec leurs enfants et ils viennent contrôler si tout va bien, c'est-à-dire si leur comportement est normal, même quand il n'y a rien à demander aux enfants ou à reprocher. Et une chose, déjà, en conclusion, ce que j'ai retenu de tout ce que vous avez dit, moi, c'est que dans les bonnes relations parents-enfants, les maîtres mots sont confiance mutuelle, évidemment, parents et enfants, responsabilisation envers les enfants et aussi ne jamais oublier que si on demande quelque chose, il faut aussi donner quelque chose et autant que ce donner soit plaisant. Donc, le plaisir, c'est aussi un maître mot dans toute cette façon de vivre bien avec ses enfants. Voilà. Si c'est ce qui est passé de notre échange, je m'en réjouis parce que c'est les choses qui me tiennent le plus à cœur de partager avec les parents. Les parents qui viennent me voir sont des services qui sont payants, donc en fait, il y a un effet de seuil qui joue. Donc, ceux qui font appel à moi, qui sont prêts à investir, à passer du temps, je parlais de l'argent d'abord, mais c'est surtout aussi du temps, c'est de la remise en question que de faire appel à un coach parental. C'est des parents qui vivent des difficultés qu'ils jugent envahissantes et de nature à les empêcher de profiter de leur quotidien, à les rendre préoccupés, soucieux pour l'avenir de leurs enfants. Donc, ils vivent vraiment des difficultés qu'ils jugent problématiques et sources d'inquiétude. Les craintes, quand ils les expriment, c'est « j'ai peur que mon enfant, comme il ne m'écoute pas à 3 ans, il ne m'écoute jamais et il prenne des risques plus tard. On se dispute tout le temps pour les devoirs, j'ai peur qu'il soit en échec scolaire par la suite. » Et les parents qui viennent me voir disent « je me sens démunie parce que j'ai tout essayé et rien ne marche. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune solution. » Donc il y a une difficulté qu'ils vivent, un retentissement très très fort sur leur quotidien. On commence à plus avoir de plaisir à voir ensemble. J'ai plus envie de rentrer chez moi après le travail parce que je me dis qu'il va encore falloir crier pour qu'ils aillent au bain, crier pour qu'ils viennent à table, crier pour qu'ils aillent se coucher. Donc il y a un impact aussi sur la relation parent-enfant. Donc il y a des situations difficiles qui les amènent à faire appel à quelqu'un d'extérieur. La suite m'échappe. Ce que je voulais dire.
J'ai un blanc. Bref, en tout cas, c'est des difficultés vraiment très tangibles et ils ressentent le besoin d'avoir, ils le disent, je voudrais comprendre pourquoi mon enfant est comme ça. Je voudrais savoir qu'est-ce qui peut marcher avec lui et j'ai besoin d'être assurée. Et en fait, le besoin de réassurance des parents, il est très, très important parce que un parent inquiet, souvent, agit de façon moins efficace qu'un parent tranquille qui sait que là, c'est difficile, mais j'ai la conviction de faire ce que j'ai à faire. Ceux qui se tournent vers moi disent, j'ai tout essayé et du coup, je ne sais plus parce que j'ai crié, mais j'ai fait la méthode douce. Aucun des deux n'a marché, donc je ne sais plus ce que je dois faire. Et donc, j'ai retrouvé mon fil, c'est que certaines situations sont liées, comment dire, je vais le dire dans l'autre sens. Il y a des parents qui vivent ces difficultés parce qu'il y a des enfants avec un trouble de l'attention qui rend plus difficile la responsabilisation, l'autonomie, le suivi de consignes, ce qu'on appelle la planification des actions. Je sais que pour m'habiller, il faut d'abord mettre le slip, après le pantalon, ce genre de choses. Donc, il y a des parents qui vivent des situations compliquées du fait d'une spécificité de l'enfant, mais il y a aussi des parents qui vivent des situations compliquées parce que leur enfant est comme il est et que eux sont comme ils sont. Il y a des enfants qui sont plus faciles à élever que d'autres. Et chaque adulte, on est parfois plus disposé à élever parfois moins disposé à élever certains types d'enfants. Il y a des parents très très calmes qui ne savent pas faire avec un enfant très dynamique, qui semble agité et qui du coup ont l'impression qu'ils n'ont pas les ressources pour trouver comment faire. Et puis les années passent, ça devient problématique. J'ai peur dans la rue, j'ai peur qu'ils se mettent en danger. Dans la maison, c'est infernal, ils cassent tout. Et ils se sentent dépassés par ça. Donc c'est vraiment ces deux types de situations qui amènent les parents à me contacter. Mais dans les deux cas, ils sont arrivés à un seuil assez difficile. Parce que sinon, en fait, et moi aussi c'est comme ça que je le fais, je présente toujours des ressources pour les parents qui n'ont pas besoin de moi mais cherchent un petit plus. C'est ceux qui ne vont pas faire appel à mes services, mais qui sont dans une logique d'être attentifs aux enfants, d'être sûr de donner le meilleur d'eux-mêmes, de bien faire. Mais ceux qui font appel à mes services ont vraiment ont traversé des moments difficiles. Merci beaucoup, Céline. Je pense que nous avons fait le tour. Moi, je voulais... Oui, Moi, je voulais... Oui, c'est ça? Oui, bien sûr, je t'écoute. Je voulais poser une dernière question, changer un peu le sujet. Et Céline, je sais pas, vous avez dit au début que vous avez un doctorat en sciences des langages. Ça m'a interpellée par des formations communautaires. Et vous savez, nous sommes des parents bilingues, c'est-à-dire nous sommes des familles bilingues. Et nous, à la communauté, on milite pour le grec, l'apprentissage du grec et tout ça. Donc, ça, on peut peut-être le faire dans une autre séance, ou je ne sais pas, vous avez des choses à nous dire par rapport à ça, non? Je veux dire... alors, j'ai beaucoup étudié le bilinguisme dans mon parcours universitaire, mais je ne pourrais pas dire que je suis une experte du bilinguisme, même si voilà, j'ai beaucoup travaillé. Non, mais je veux dire, les problèmes que ça pose dans les familles, la valorisation d'une langue, la dévalorisation d'une autre, et comment on peut, je veux dire, surtout quand les enfants sont petits, nous, ça nous intéresse. Je crois que Cathy et Marie sont d'accord. Ça nous intéresse énormément à la communauté. C'est notre cheval de bataille. C'est un grand sujet et moi, personnellement, j'ai même mes questionnements personnels à ce sujet, pas forcément tous élucidés. Mais oui, c'est une question. Peut-être que c'est nous qui allons vous aider dans ce cas. Voilà, ça pourrait être dans l'autre sens, avec plaisir. Mais c'est des questions qui posent beaucoup, notamment dans des couples où il n'y a pas les mêmes langues pour le papa, pour les deux parents. Et sur lesquels, du coup, les parents ont beaucoup de questions. Il y a les parents qui s'expatrient aussi, qui se demandent comment préserver une langue. Il y a énormément de questions autour des langues et souvent, on sous-estime ce qu'on appelle le capital linguistique, c'est-à-dire que la valeur que les locuteurs vont accorder à telle ou telle langue et l'impact que ça peut avoir sur le fait de l'enfant, l'envie pour l'enfant d'apprendre, de se donner la peine d'entrer dans telle ou telle langue. Merci. Hein, ça sera un nouveau débat. Un nouveau débat, exact.
Merci en tout cas, c'était passionnant. Merci infiniment. Ben, voilà. Je pense que nous sommes arrivés au bout de cette séance. Moi, je suis un peu déçue sur le nombre de participants, je dois avouer. Bon, c'est vrai que c'est la première fois et que nos membres ils ne sont pas tous à l'aise avec l'outil informatique. Et je crois aussi, Seta, si je peux t'interrompre, parce que moi, j'ai envoyé plusieurs messages. C'était peut-être un peu trop tôt. Il y a beaucoup de… Dans la journée. Dans la journée, il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit on est sorti un peu, on est chez des amis dans un repas. C'est-à-dire, on aurait dû peut-être… le faire à partir de 18h, à partir de l'heure du couvre-feu, où là, tout le monde est à la maison et peut participer. Alors que là, on est sur le temps… on s'est trompé, je crois. Oui, mais c'est un sujet que j'ai discuté avec Céline là-dessus et Céline a pensé que c'était une bonne heure, 3 heures. Donc, on est resté là. De toute manière, je pense que comme cette réunion est enregistrée, je viens de voir que l'enregistrement vient de s'arrêter. Non, il est là, il est toujours là. Et, Georges, qui est le grand Manitou des pages, de la page web de la communauté, va pouvoir mettre un lien pour pouvoir y avoir recours, si vous donnez votre permission, bien sûr, Céline, et puis les participants d'eux-mêmes. Mais c'était visible dès le départ, comme quoi la connexion enfin, la conférence était enregistrée. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont aller se connecter pour avoir des réponses alors qu'ils n'ont pas pu être présents tout de suite sur cette entrevue que nous avons eue entre certains membres de la communauté et vous, Céline. En tout cas, je vous remercie infiniment. C'était vraiment très clair. Vous êtes quelqu'un qui apporte, qui donne une sensation de paix. Donc, c'est très facile de recevoir ce que vous dites de manière positive. Donc, et j'espère que les parents et les grands-parents qui ont suivi cette séance, bon, ben, ils vont parler autour d'eux et que cela vous apportera d'autres personnes à aider à mieux supporter certaines situations. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. C'est nous. Hein. Merci aussi. Hein. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Céline, juste pour savoir, moi je fais du coach parental, pas avec vous, j'ai pas cette chance, mais j'ai quand même pris 2 pages de notes. Est-ce que vous faites, vous, des sessions de coaching parental via Zoom, via WhatsApp? Parce que moi, c'est ce que je fais. Nos sessions, quand on ne peut pas se voir, parce qu'il y a eu des moments où j'étais en quarantaine, on a fait ça à distance. Est-ce que vous aussi, vous faites ça par caméra interposée avec les parents et avec les enfants? Essentiellement avec les parents. Oui, avec les parents, oui, ben, surtout dans les circonstances actuelles. Mais il y a plein de parents que ça arrange aussi de ne pas avoir à sortir de chez eux ou quitter le travail plus tôt ou faire garder les enfants. Donc, je travaille à 80% en ligne actuellement. Super, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci du fond du cœur.